Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour notre best-of 2017-2018 de Politique Éco. Bonjour Olivier Pichon. Bonjour Pierre. Alors, les meilleurs moments, eh bien, c'est aussi ceux, chers téléspectateurs, que vous allez pouvoir nous offrir. Et comment? Eh bien, vous nous envoyez des messages, vous dites « Nous aimerions bien aller sur tel ou tel domaine de l'économie, nous, qu'on ait des éclairages sur ce qui se passe chez nous, dans le monde. Et ce qui arrive à nos portefeuilles, ce qui arrive à nos impôts, ce qui arrive à nos voitures, ce qui arrive à nos routes, pour les 80 km/h, par exemple. Hein. Bref, n'hésitez pas, chers téléspectateurs, à m'envoyer toutes vos suggestions, dans la limite, évidemment, de Politique Éco. Et vous conviendrez quand même, mon cher Pierre, que ça fait large comme spectre. Merci Olivier. Et donc, les meilleurs moments de Politique Éco, c'est maintenant. Ça, c'était au 8 juillet. La banque Rothschild prise la main dans le sac par le gendarme luxembourgeois. Ah oui. Alors déjà que le gendarme financier luxembourgeois quand même est assez lâche. Hein. Oui, il ne doit pas être très méchant. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'est pas très méchant. Hein. Il est aveugle en fait. Hein. Ouais. Il a une canne blanche. Voilà. Mais malgré sa canne blanche, il a le réussi délit, à coincer. Ça devait être de taille quand même. Ouais, c'était devenu trop visible. Alors, je vous donne le détail. Hein. Donc, la banque Edmond de Rothschild est accusée d'avoir joué aux blanchisseurs chinois. Entre 2012 et 2013, 473 millions de dollars ont atterri sur un compte ouvert au bénéfice de l'ancien directeur du fonds souverain d'Abu Dhabi, monsieur de Kadem Al-Koubassi. Hein, c'est un haut fonctionnaire émirati qui est soupçonné dans plusieurs pays d'avoir détourné 1,4 milliard de dollars au détriment d'un fonds souverain. Enfin bon, il a piqué de l'argent dans la caisse. Voilà. Et c'est passé par la banque Edmond de Rothschild au Luxembourg. Voilà. Alors pour que le gendarme luxembourgeois se bouge les fesses, waouh, il en a fallu beaucoup. Hein. Voilà, donc c'est tombé au mois de juillet. Et alors, donc moi je résume à nos spectateurs, hein, pour un virement de 2000 €, hein, on va vous harceler et vous accuser d'être un terroriste, mais à partir d'1 million d'euros, ça se négocie. Oui. Ça illustre bien, hein, si vous voyez les propos de Voltaire, hein, si vous voyez un banquier sauter par la fenêtre, sauter derrière lui, il y a de l'argent à gagner. Hein, ben voilà, Wells Fargo, c'est vraiment ça. Eh bien, figurez-vous, que hier, l'information est tombée, ce n'est pas 500 ou 800 000 comptes qui ont été concernés, c'est 3,5 millions de comptes. 3,5 millions de comptes de truandage de la Wells Fargo. La Wells Fargo qui, en 2008-2009, a dit « Ah, nous, les subprimes, on n'est pas concernés. L'explosion de Wall Street du 29 septembre 2008 ? On ne connaît pas. On n'est pas concernés. » Tiens, en fait, ils ont tout maquillé, ils ont maquillé leur compte, et qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont volé, grosso modo, 1 milliard tous les 2 ans, tous les 3 ans, à l'ensemble de leurs clients, et sans parler du fait qu'ils leur collaient des assurances, des machins, des trucs que les gens n'auraient jamais demandé, et vous deviez passer 20 coups de fil pour l'annuler. Oui, vous voyez, gens. Oui, c'est classique, c'est très connu. Le très grand connu. classique. En réalité, Hidalgo, c'est pas quelqu'un tant que ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à s'en prendre aux automobilistes. C'est que sa politique, d'une manière générale, est un échec. La ville est de plus en plus endettée, elle a beaucoup moins du coup d'initiative, elle peut prendre beaucoup moins d'initiative que Delanoë qui est arrivé quand les caisses étaient pleines après l'ère Tibéri et qui a pu dilapider tant et plus en inaugurant des équipements constamment, le 104, la Gaîté Lyrique, le cinéma le Luxor, etc. Il y en avait tout le temps. Bon, Delanoë a beaucoup dilapidé, elle a moins d'argent dans les caisses, elle est obligée de donner des gages aux communistes en faisant du logement social. Monsieur Yann Brossard. Voilà, ce qui coûte extrêmement cher, donc elle a plus sous Vaillant. Et malgré tout, il faut qu'elle s'agite quelque part pour faire croire à son électorat bobo qu'il se passe quelque chose à Paris et qu'elle continue d'avancer. Et si on avait interrogé les Parisiens comme on a interrogé les populations dans d'autres villes, je suis absolument persuadé qu'ils auraient répondu non à un référendum. La plupart des gens, quand vous allez sur les sites des journaux, à chaque fois qu'il y a un article sur les JO, même les journaux favorables à Hidalgo, Libération, Le Monde, etc., mais c'est une bordée de récriminations, d'injures, de protestations contre le principe des JO. Les gens n'en veulent plus. Moi, je trouve que l'élection de Macron, alors là, je vais vous surprendre, a été plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que, vous savez, c'est la théorie des dominos. Voilà, c'est l'ultime expression de l'oligarchie. Quand il tombera, voilà, il fera tomber tous les autres derrière. Plus terrible, ce sont les Untermenschen. Voilà, c'est les sous-hommes. Des sous-hommes, voilà. Il ne restera rien d'eux. Ouais. Leur corps, c'est de la boue, leur âme, c'est de la boue.
Ils n'existent pas. Et ceux-là, on peut leur faire n'importe quoi. Et on peut les mépriser. Et ce sont des cons. Ce sont les ancêtres des cons du mur des cons. Les murs des cons. Et si en plus ils se plaignent qu'on leur fait du mal, eh bien à ce moment-là, ils sont encore plus coupables. Je ne suis pas sûr que les dames soient plus heureuses, et surtout les jeunes filles, soient plus heureuses dans les conditions actuelles qu'on leur crée. Et que le monde actuel leur crée, et que nos hommes politiques leur créent, parce qu'il faut toujours remonter aux causes. Et la cause, c'est la politique. Et c'est notre politique. Et c'est la politique de la France, c'est la politique des gouvernants français. Et ils portent la responsabilité de cet état de la société, qui est catastrophique. Et tout le monde s'en rend compte. Tous les psychiatres, tous les psychiatres sérieux savent très bien que c'est littéralement catastrophique. Mais la Grande-Bretagne, pourquoi est-ce qu'elle se retire de l'Europe? La vraie raison, elle est psychologique. C'est que l'Angleterre sait qu'elle est une nation et qu'elle veut durer, et qu'elle savait très bien qu'avec les institutions européennes, elle serait progressivement pulvérisée. Et l'affaire d'Écosse est là pour le rappeler, parce que l'Écosse veut se servir de l'Europe, ou prétend se servir de l'Europe, mais c'est pas l'Écosse tout entière, c'est un parti qui a pris possession du pouvoir en Écosse. Et ce parti-là joue la carte européenne pour pouvoir damer le pion à Londres. Et il en est de même de la Catalogne. Et pourquoi Puigdemont est-il parti à Bruxelles? C'est parce qu'il pensait qu'il allait être couvert par les politiciens de Bruxelles. Mais les politiciens de Bruxelles sont des gens qui sont pleutres. Oui, sont des gens qui, bien sûr, c'est pire que le politicien national. Ce sont des gens qui vivent sur la bête, littéralement. Enfin, il faut être très sévère pour ces gens-là, parce qu'ils portent une responsabilité écrasante. Ils touchent des sommes considérables, colossales, tout ça défiscalisé, et ils sont là pour imposer un pouvoir qui est inhumain, qui est anational. Et c'est vrai qu'ils ont joué le jeu des régionalismes, et maintenant ça leur retourne dans la figure. Alors, il est vrai que maintenant, ils sont obligés d'essayer de compenser et de dire mais non, parce qu'il s'agit de prendre des responsabilités. Aucun d'entre eux ne prendra une responsabilité. On ne voit pas Juncker prendre une responsabilité. Vous consacrez un chapitre de votre ouvrage aux pays étrangers qui assassinent les lanceurs d'alerte. Y a-t-il eu vraiment des cas de meurtre commandités par des États ? Il y a des gens qui ont disparu, donc par définition, je n'ai pas leur témoignage. Le dernier cas qui est choqué, tous ceux qui, comme moi, se lèvent dans l'intérêt général et ont ce courage de prendre la parole, c'est cette journaliste, blogueuse à Malte, Daphne Caruana, qui a payé de son courage de révéler des informations qui touchaient au Premier ministre maltais. Qui est morte là il y a quelques mois. Voilà, qui était assassinée, très clairement, parce qu'elle enquêtait sur des dossiers très compromettants. Donc, quand vous voyez Julian Assange enfermé à l'ambassade d'Équateur, c'est parce qu'il est en danger de mort, lui aussi. C'est pas un métier, être lanceur d'alerte. Vous voyez, c'est pas une profession. On est tous lanceurs d'alerte, on est tous potentiellement lanceurs d'alerte, quel que soit le sujet, quelle que soit l'industrie. C'est comme être témoin de n'importe quel crime ou accident ou injustice. On a voulu nous mettre dans une catégorie, nous stigmatiser pour nous isoler, alors que nous sommes au centre et au cœur de toutes les préoccupations des citoyens. Si vous voulez, la définition du fascisme, qu'on le veuille ou non, elle a été donnée par Mussolini, qui était tout par l'État, tout pour l'État, rien en dehors de l'État, vous pouvez dire que quelque chose comme le programme commun de la gauche en 1980 était un programme fasciste, puisque c'était tout par l'État, tout pour l'État, rien en dehors de l'État. C'est-à-dire que la gauche, qui veut le bien, va assez facilement vers le fascisme, puisque le fascisme permet de mettre en prison ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, avec votre conception du bien. Avec votre conception du bien. Et donc, ça roge la morale. Et quand on discute avec un homme de gauche, au bout d'un certain temps, il vous dit « Mais je ne peux pas accepter ce que vous dites parce que vous êtes de droite, donc vous êtes un salaud. » Et c'était la thèse de Sartre. Et à ce moment-là, dès le moment où on vous dit que vous êtes un salaud, vos arguments sont irrecevables. Et il y a deux façons de vous traiter, soit de vous mettre dans un camp, soit vous de faire des piqûres pour vous calmer. D'abord, le problème des fake news, vous savez, en français, c'est des nouvelles fabriquées, fausses.
C'est qui décide de ce qui est une fake news? Par exemple, prenez l'affaire d'Irak, quand le président Bush a envahi l'Irak. Oui. Eh bien, on a tous cru qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y en avait pas. Donc, si vous avez dit « il n'y en a pas », le pouvoir en place, le New York Times, etc., vous aurez dit « mais ce n'est pas vrai du tout, il y en a ». Regardez, c'est ce que dit le gouvernement. Donc, dire que le gouvernement est capable de juger les fake news, c'est dire que le gouvernement est capable de se juger lui-même. Ce qui serait le rôle d'une presse indépendante. Mais vous savez que la France, la presse ne dépend que des subventions étatiques, vous pensez bien qu'à partir du moment où vous touchez 1,5 million ou 2 millions d'euros de subventions, si vous êtes Libération, Le Figaro, etc., vous n'allez quand même pas dire des choses qui sont contre ce qu'on appelle l'État profond. Il ne faut pas fâcher l'État profond. Il ne faut pas fâcher ceux qui vous payent. Ma chère mère, que j'aimais beaucoup, me disait, quand j'étais adolescent et un peu grognon, elle me disait « Tu feras ce que tu voudras quand tu paieras toi pour ton entretien. » Jusqu'à là, comme c'est moi qui paye... C'était une bonne école, quoique un peu rude. Non, mais on comprenait très bien le message. La France fait 2 erreurs logiques absolument incroyables. La première, c'est de penser que ceux qui ont fait les meilleures études sont les plus intelligents. C'est pas vrai du tout. Mais c'est très difficile à faire admettre. C'est très difficile à faire admettre, mais là, quand j'étais dans mon université aux États-Unis, j'avais un professeur que j'aimais beaucoup qui nous avait un jour posé la question « Pourquoi croyez-vous qu'on cherche à vous embaucher ?» Vous savez, j'étais dans une business school. Oui. Mais on avait tous dit « Mais il est idiot, ce gars-là, quoi. On cherche à nous embaucher parce qu'on est les meilleurs. » Mais enfin, on pensait que c'était évident. Il nous a dit « Non, pas du tout. C'est que vous avez suivi des études, vous avez 27-28 ans avant, et donc ça montre que vous n'avez aucun caractère. Si vous avez eu le moindre caractère, il y a longtemps que vous auriez créé votre entreprise. Et donc, vous avez montré que vous étiez capable de répéter ce que vous disent les professeurs, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Dans la vie de tous les jours. C'est comme les officiers d'état-major, si vous voulez. Gamelin, qui a foutu la France en l'air, il était sorti premier de Saint-Cyr, et premier de l'école de guerre. Ça n'empêche qu'il a foutu la France en l'air. Donc, première erreur, intelligence égale études. C'est pas vrai. Deuxième erreur, c'est de penser que parce que vous avez fait les meilleures études, vous êtes le plus à même de prendre des décisions. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport, en effet. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Donc, à partir de ces 2 erreurs, on a bâti un système d'éducation qui fait monter les gars qui ont une mémoire de cheval et qui n'ont aucun caractère. C'est les 2 caractéristiques des élites françaises. C'est terrible quand je vous entends évoquer mémoire de cheval et aucun caractère, je pense à Bruno Le Maire. C'est plus fort que moi. Mais exactement. Regardez, tout à fait lui. Cet homme qui vient de nous expliquer qu'il va réformer les entreprises françaises, alors qu'il est incapable de gérer son compte en banque, quoi. Ce qui se passe, si vous voulez, si vous regardez le groupe de ce qui était Visegrad, auquel maintenant s'est adjoint l'Autriche, vous regardez une carte, l'Autriche-Hongrie, c'est ce qui barrait la route de l'Europe, d'un côté à la Russie et de l'autre côté aux Turcs. Aux Turcs, bien sûr. C'était le rôle de l'Autriche-Hongrie, c'était de la protection de l'Europe. Et tous ces pays-là sont en train de dire, si ça ne vous fait rien, nous, on doit vous protéger et contre la Russie et contre la Turquie, mais pour ça, il faut qu'on garde notre identité nationale. Et Macron n'a absolument pas compris cette resurgence de l'Autriche-Hongrie. Et la France a tué l'Autriche-Hongrie en 1918 au traité de Versailles. Oui. Avec l'aide de Clémenceau. Avec l'aide de Clémenceau. Il n'était pas le seul. Hein. Il n'était pas le seul, mais parce que c'était un pouvoir catholique, donc il fallait surtout s'en débarrasser. Jacques Attali, on en avait parlé déjà en 1983, lorsque la France était en faillite et que Jacques Attali a pris un avion pour aller voir les Saoudiens, et c'est là où il a récupéré plusieurs dizaines de milliards de francs, parce qu'à l'époque c'était des francs, pour que la France ne fasse pas défaut de paiement sur ses bons du Trésor. Et je pense que les Saoudiens, il ne va pas nous le dire, mais je pense que les Saoudiens, en échange de ces 300 ou 400 ou 1000 milliards qu'ils nous ont prêtés, ont dû exiger, et d'ailleurs on a vu aussitôt après l'arrivée de « touche pas à mon pote », en fait, c'est « touche pas à ma dette » qu'ils auraient dû faire. Non mais tout ça est lié. Regardez Nicolas Sarkozy, aux Qataris. Les Qataris ne payent pas d'impôts en France. Ok. Pourquoi, au fait? Alors, on ne sait pas. C'est intéressant. Mais ils ne payent pas d'impôts.
hein, mais parce qu'ils ont dû sauver la France à plusieurs reprises, Oui. hein, avec plusieurs, voire des trilliards, pour que la France ne fasse pas défaut de paiement sous le mandat de Sarkozy. Et donc pour les remercier, il leur a donné cet avantage. Mais nous, on est des cochons de payeurs citoyens, on paye à la place des Qataris. Non mais Macron, il a embauché des flèches. Hein. La ministre de la Justice, elle en tient une belle aussi. Hein. Oui, oui. Là, je ne sais pas à quoi elle tourne, mais je pense qu'elle devrait prendre sa retraite. Ça serait plus intéressant pour le fonctionnement du ministère. Parce qu'elle a proposé aux gardiens de prison une prime pour les agressions. C'est vraiment Mais incroyable. Mais si, mais les mecs, attends, les syndicats, mais les mecs, ils ont halluciné, quoi. Alors, ils ont fait des barèmes. Hein. Ils ont fait des barèmes, hein, donc, pour un nez cassé, c'est 50 €. Et donc, ça commence par le nez cassé, puis ensuite la vie. Et donc, la vie, donc c'est 200 € si c'est en semaine et 250 € si c'est le dimanche. La science économique est-elle une science ou n'est-elle pas une science? Écoutez, c'est toujours le même problème. Comment on définit une science en voilà. réalité. Voilà. Bon. Mais il est évident que pour la plupart de mes collègues, mes confrères, sont tombés dans le panneau de la capacité à prévoir. Voilà. Et pour une raison bien simple, c'est qu'on leur demandait De prévoir. de prévoir. Et qui Voilà. Alors, qui leur demande de prévoir? Malheureusement, le principal personnage, C'est l'État. c'est l'État. Et c'est l'État qui a les moyens Bien sûr. d'entretenir tous ces économies. Donc, les économies sont tombées dans ce panneau. Et ce qui est très amusant, d'ailleurs, ce que je raconte, c'est qu'à un certain moment, aux États-Unis, on a réduit les subventions aux chercheurs. Et comme par hasard... Oui, ça c'est très amusant. Alors dites-le à nos Comme par hasard, téléspectateurs. justement, ces chercheurs ont trouvé que l'État n'avait pas beaucoup d'importance dans l'économie, ou moins d'importance qu'on le disait. Déjà, on commence à voir que ça fume. Mais les vrais flux migratoires majeurs sont probablement pour demain. Pour demain. Là, pour l'instant, l'Afrique, si vous voulez, est sur une trajectoire où, en théorie... Bon, en gros, en Afrique subsaharienne, il y a à peu près 1 milliard d'habitants aujourd'hui. Dans 20 ans, à peu près, il y en aura 2 milliards. Et dans 40 ou 50 ans, il y en aura 4 milliards. Voilà, ça, c'est la trajectoire théorique. Bon. Après, il y a un constat qu'on peut faire, c'est que quand on regarde la façon dont économiquement les choses se passent aujourd'hui en Afrique, avec des États africains qui, depuis la crise de 2008, ont eu une croissance assez artificielle, une croissance tirée surtout par les investissements étrangers, une croissance qui n'est pas endogène, qui n'est pas autoporteuse, ou très peu. Des États qui n'arrivent pas à se stabiliser, des États qui sont re-rentrés dans un cycle d'endettement, des populations dont les indices de fécondité ne baissent pas ou peu. On va arriver probablement progressivement dans les 2 décennies qui viennent, au point, si vous voulez, où des masses d'hommes absolument gigantesques vont commencer à remonter de ce monde dont l'explosion démographique va largement dépasser les capacités économiques. C'est ce qui est dans les tuyaux.